Alors, je suis actuellement au centre d'accueil Roger Séguin, foyer de soins de longue durée francophone bien connu de la région, parce qu'aujourd'hui, on commence notre thématique sur les aînés francophones. Alors, dans l'optique où est-ce que la population francophone, eh bien, elle est vieillissante, on n'a pas le choix, on va parler de la santé. Donc, en première partie, on va tracer les grandes tendances socio-démographiques qui correspondent à ce groupe que sont les aînés francophones. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller consulter en ligne l'Atlas des aînés francophones. Et en deuxième partie, eh bien, on va parler d'accessibilité et de qualité de soins de santé en français disponibles sur le territoire de l'Est ontarien. La tendance est que les francophones ont un statut socio-économique inférieur à leurs compères anglophones. Parce que là, le gouvernement était vite sur des annonces, dire « Ah, des nouveaux lits de soins de longue durée. » OK, vous nous dites qu'ils sont francophones. Bien, ça veut dire quoi? Comment vous vous assurez qu'ils sont vraiment francophones? Alors, bonjour et bienvenue à Impact 925. Alors, votre émission produite par TVC 22 qui traite des enjeux francophones dans la belle région de Prescott et Russell. Alors, je suis votre animateur Jérémy Racine et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir à l'émission Madame Louise Bouchard. Madame Bouchard qui est professeure titulaire à l'École d'études sociologiques et anthropologiques à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa et qui est aussi co-titulaire de la chaire de recherche sur la santé des francophones en Ontario. Alors, Madame Bouchard, merci d'avoir accepté à l'invitation. Bien, merci, ça me fait plaisir d'être avec vous dans votre belle région. Dans la belle région, dans le beau Oui. studio aussi, parfait. Alors, aujourd'hui, l'émission porte vraiment sur la santé des aînés francophones. Et avec vous, en première partie de l'émission, on va s'affairer à faire un profil socio-démographique des aînés francophones en Ontario. Alors, moi, je veux partir cette belle entrevue-là avec la tendance fondamentale que l'on remarque. On ne peut pas parler de démographie et de vieillissement sans aborder la tendance de base qui se résume à ce que la population francophone vieillit. Est-ce que la population vieillissante de l'Ontario, est-ce que ça, c'est un mythe ou c'est une réalité? Bien, les données sont très consistantes depuis les quelques années qu'on est capable d'observer. La population francophone en situation minoritaire est plus vieillissante. Le vieillissement est plus marqué. Donc, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus, là, pour prendre cette mesure de Statistique Canada, est beaucoup plus élevée chez les francophones que chez les anglophones. Alors ça, c'est un fait c'est une tendance, ça peut changer évidemment avec les conditions. Alors il y a à peu près 5 points de différence entre, si on prend la moyenne des 65 ans et plus, la proportion des 65 ans et plus est à peu près de 20 au Canada et de 15 chez les anglophones. Maintenant, du côté de l'Ontario, on touche le 20 aussi. Les populations les plus vieillissantes sont en Saskatchewan ou au Manitoba. Et si on regarde en Ontario, bien, la concentration des populations vieillissantes sont évidemment là où sont les francophones aussi, dans l'Est, à 38 oui, c'est ça, si je me trompe bien, me trompe pas. Et dans le Nord, à 25 de personnes âgées qui sont dans ces régions-là. Parfait. Alors, on doit comprendre que la région où est-ce qu'il y en a le plus, c'est ça. C'est vraiment l'Est ontarien et le Nord de l'Ontario. Bien, ça suit évidemment le fait que les populations sont importantes, mais quand même un 14 dans la région de Toronto. Et ça, peut-être qu'on y reviendra quand on discutera des déterminants et des enjeux sur la santé, mais ce n'est pas négligeable de considérer qu'il y a quand même une portion d'aînés francophones qui vit dans la région de Toronto, et on sait aussi que c'est des régions où il y a plus d'immigrants. Alors, je parle toujours de la population francophone, là. Donc, ça peut avoir des incidences, effectivement, aussi sur d'autres aspects reliés à la santé.
Parfait. Moi, je veux... Alors là, on a les chiffres, on sait dans quelle région un peu se situent les aînés francophones. Moi, je vais vous parler de statut socio-économique. Au niveau des tendances socio-démographiques et économiques, faut-il concevoir les aînés comme un groupe homogène ou est-ce qu'il est important de distinguer différentes cohortes? Par exemple, je pourrais vous donner l'exemple de la génération pré-baby boomer, avant les baby boomers, et la génération des baby boomers. Bien, c'est certain qu'il y a des différences de manière générale. Quand on étudie le vieillissement des populations, on sait que la génération des baby boomers ont eu plus de ressources dans leur vie, ont eu accès aux services de santé parce que l'assurance maladie est arrivée pour eux, d'une certaine manière, mais les générations précédentes avaient accès à beaucoup moins de ressources que cette génération-là. Fait que donc, globalement, on peut dire que les baby boomers ont seraient peut-être en meilleure posture de manière générale parce qu'ils ont plus de ressources. Mais j'aimerais quand même revenir sur la notion du vieillissement parce que c'est important. Vieillissement, on dit aussi féminisation du vieillissement et appauvrissement. Alors, si on voit que chez les francophones, il y a plus de femmes que d'hommes en proportion chez les aînés, et l'écart homme-femme est beaucoup plus important que chez les anglophones. Alors donc, on a plus de femmes âgées. Un autre indicateur qui est quand même important quand on fait l'analyse des déterminants, c'est le fait de vivre seul. Alors, pour placer ce tableau-là, on a donc une population aînée qui compterait davantage de femmes et probablement davantage de femmes qui ont moins de moyens. Parce que les femmes de cette génération-là aussi n'avaient pas de conditions salariales aussi importantes que celles des hommes et ils vivent principalement, en fait, des revenus de l'État. Alors, ça joue. Fait que donc, de manière globale aussi, dans nos indicateurs, pour finir de répondre à ta question, je m'en excuse. Oui, la tendance est que les francophones ont un statut socio-économique inférieur à leurs compères anglophones. Voilà, j'en venais parce que si on part de la règle fondamentale, il y a un cadre d'analyse ici qu'il faut utiliser, c'est qu'un statut socio-économique faible mène évidemment à des indicateurs de santé plus faibles aussi. Oui. Ça, c'est le cadre d'analyse dans lequel on pense. Qu'est-ce que les études nous démontrent au niveau des indicateurs socio-économiques des aînés francophones? Vous avez commencé avec quelques éléments de réponse. Bien, c'est ça. Alors donc, quand on regarde un petit peu où seraient les déterminants sociaux de la santé, c'est le statut socio-économique. Ça comprend le niveau d'éducation, le niveau de revenus et on prend, nous, l'indicateur aussi, le fait de vivre seul ou pas. Alors, ces trois indicateurs-là peuvent nous éclairer sur la vulnérabilité des gens. Par exemple, si on regarde plus attentivement la région économique d'Ottawa, qui comprend votre région, il y a vraiment une différence sur ces indicateurs-là entre être à l'est d'Ottawa ou d'être à l'ouest. Alors, les déterminants sociaux sont plus défavorables à l'est qu'à l'ouest. Alors, déjà, ça peut donner quelques indications sur les besoins des populations. Alors, on se sert de ça pour analyser les besoins puis d'évaluer si, effectivement, il y aurait là où est-ce qu'on peut agir. Alors, avec des données fines, géographique, ça peut être utile, comme un peu l'atlas auquel j'ai fait référence là, et que vous avez utilisé pour avoir les données. Alors, ce serait bien de pouvoir descendre plus finement. Comment ça se répercute sur la santé? Bien, on a, encore là, c'est des tendances. Les francophones ont tendance à se percevoir, et je parle des 65 ans et plus, se percevoir qu'ils ont une moins bonne santé comparativement aux anglophones. Ça, c'est un bon indicateur quand même subjectif, mais qui traduit quand même comment effectivement on peut se sentir. Il y aurait un petit peu plus aussi, les proportions sont un peu plus élevées de gens qui auraient besoin plus de maladies chroniques, un petit peu, une proportion plus élevée.
qui auraient besoin d'aide ou qui ont des limitations dans leur activité quotidienne. Alors, toujours chez les aînés francophones. Toujours chez les aînés francophones, comparativement aux anglophones. Alors, donc, ça donne des indications. Et puis, si, on sait que c'est plus des femmes, elles sont plus pauvres, là, ça nous donne un éclairage sur comment intervenir et quelles interventions on pourrait faire pour améliorer la santé de ces populations-là ou tenir compte de leurs besoins spécifiques. Pour leurs besoins, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on doit en comprendre? C'est que, globalement, ici, en Ontario français, dans l'Ontario, en tout cas, les aînés francophones ont un statut socio-économique plus faible que leurs homologues. On parle d'un revenu moindre et d'un niveau d'éducation moindre aussi, oui, qui mènerait à des indicateurs de santé plus faibles. Est-ce que c'est la conclusion qu'on doit? C'est dans le cadre de santé des populations. Ce cadre d'analyse dit que la santé des populations dépend d'un certain nombre de facteurs sociaux. Dans ces facteurs-là, on va mettre les comportements, on va mettre les politiques publiques, on va mettre les services de santé. Alors, l'accès aux services est un des déterminants. Alors, et en général, le déterminant le plus puissant est autour du statut socio-économique. Alors, plus on est pauvre, moins bonne est sa santé, et ça, c'est presque une loi universelle. Alors, si les aînés francophones se situent davantage dans les quintiles de revenus les plus faibles, oui, ont une plus faible éducation. Hein, c'est tous les enjeux de littératie avec une faible éducation. Alors, tous les enjeux de communication avec son médecin. Cette génération-là, il faut comprendre que si elle est peu scolarisée, elle a dû quand même se socialiser au service en anglais avec le peu d'anglais qu'ils ont appris au fil du temps. Parce que pour avoir accès à des services en Ontario, il fallait bien accepter d'avoir des services en anglais. Hein? Fait que oui, ça a été aussi un enjeu pour cette génération-là, hein? Quand il y a eu... il n'y en avait pas de services pour eux, alors c'est ça. Donc, c'est ça, parfait. On vient de tracer un peu, on vient de déceler les tendances socio-démographiques des aînés francophones de l'Ontario. Il y a un livre blanc de Laforce sur le vieillissement et il y a aussi la plupart de vos travaux qui traitent du sujet, Mme Bouchard. Toutefois, selon vous, est-ce qu'il existe une précarité au niveau de la recherche et des données sur l'état et les besoins des aînés francophones en Ontario? C'est quoi votre point de vue là-dessus? Les données, c'est une difficulté énorme. C'est un grand défi parce que les données dont on dispose, c'est celles de Statistique Canada, les enquêtes nationales de santé, les données du recensement pour être capable d'avoir cet aperçu, le profil socio-démographique, et les données administratives de santé. Alors, dans les données administratives de santé, on a des problèmes de standardisation de la variable linguistique. Pendant longtemps, on n'a même pas étudié dans les bases de données administratives les populations francophones. Et dans les enquêtes santé de Statistique Canada, on est confronté à des si faibles échantillons que ça donne des données peut-être un petit peu moins performantes, c'est-à-dire l'interprétation parfois peut être, il faut avoir une interprétation prudente des données parce que les écarts de la variation des ratios est trop importante. Alors, donc, on a des difficultés à avoir ce qu'on appelle des données probantes. Oui. Mais je pense qu'il faut justement forcer Statistique Canada à prendre en compte qu'il y a 2 communautés de langue officielle au Canada. Il y en a une qui est en situation minoritaire et on a besoin de données pour la documenter. Exactement. Donc ça, sur cette belle conclusion-là, sur exactement cette belle fin, cet appel qu'on a fait aux téléspectateurs, je vous remercie, Mme Louise Bouchard, d'être venue à l'émission. Vraiment, merci. Ça m'a fait plaisir. Parfait. Donc, pour nos téléspectateurs, après la pause, on va parler d'accessibilité et de qualité des services en santé en français avec Mme Jacinthe Desaulniers, alors directrice générale du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Alors, restez des nôtres.
Alors, rebonjour et bienvenue en deuxième partie d'émission de l'émission Impact 925, où est-ce qu'on va parler maintenant d'accessibilité et de qualité de soins de santé en français aux aînés francophones avec Madame Jacinthe Desaulniers, directrice générale du réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. Alors, Madame Desaulniers, un grand merci de l'invitation. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Parfait, dans le beau studio en plus, c'est vraiment un bonheur. Alors, on commence sans plus tarder. Alors, on veut vraiment partir ici en début d'émission à la découverte du RSSFE. Alors, c'est quoi votre organisation et c'est quoi sa mission première? Oui. On va partir par là. Alors, le réseau, c'est le réseau des services de santé en français de l'Est de l'Ontario. On est un organisme communautaire, francophone, et ce qu'on fait, on engage la communauté et aussi le système de santé avec l'objectif d'avoir des services de santé tout au long du continuum qui sont offerts activement à la population francophone. Donc, pour faire ça, on engage la communauté pour connaître leurs besoins, leur expérience du système de santé. On regarde ça, à même les données, les meilleures pratiques, etc., pour être capable de conseiller le système de santé sur ce que nos gens ont besoin, en l'occurrence, dans ce cas-ci, les aînés de la région de Prescott et Russell. Et de l'autre côté, on travaille aussi avec les fournisseurs de services de santé. Puis ça, c'est très large. Ça va des soins primaires avec votre centre de santé communautaire jusqu'à l'hôpital, en passant par les soins de longue durée ou la santé mentale. Et on les aide à développer leur offre active de services de santé en français. Fait qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour bien répondre aux besoins des francophones? Parfait. Alors, ça nous en dit un peu plus, ça nous aiguille, là. C'est quoi le périmètre ou les communautés que le RSSFE dessert? Oui, on a un territoire très large. Quand même, oui. Donc, dans le fond, tu sais, Prescott, Russell, Stormont, Dundas, Glengarry, mais on s'en va jusqu'à Ottawa, la région de l'Ouest, Renfrew, Pembroke, mais on est aussi dans la région de Lanark, Kingston, Belleville, et on va jusqu'à Prince Edward County. Oui. Et puis, avec la restructuration du système de santé en ce moment, on va aller encore plus loin vers l'Ouest. OK, donc ça c'est à venir, c'est quand même assez excitant. Alors, en quoi concerne votre collaboration avec l'organisation OSI? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Qu'est-ce que c'est cette organisation-là, OSI? Oui, ça m'excite beaucoup de parler d'OSI parce que OSI, c'est une société apparentée au réseau. Donc, ça a été créé par le réseau initialement pour répondre à un besoin. Donc, on avait très peu de données sur la capacité des organismes à livrer des services de santé, puis aussi où les communautés se présentaient pour recevoir ces services-là. Donc, on a mis en place tout un logiciel informatisé dans notre région pour appuyer les fournisseurs de soins, pour collecter cette donnée-là, puis la rendre découvrable. Et puis, ça a été tellement un succès que le ministère de la Santé nous a engagés pour qu'on le déploie à la grandeur de la province, ce qu'on a fait depuis les 3 dernières années. Cette année, c'est une 4e année. Et puis, donc, c'est ça. Donc, ça nous donne les données qu'on a besoin pour pouvoir mieux planifier le système de santé. Là, on va voir, le ministère de la Santé a manifesté le désir de faire lui-même la collecte de données. Donc, on les appuie dans ça en ce moment, puis on verra ce que l'avenir va nous réserver. Mais OSI, c'est tellement un beau produit qu'on est maintenant dans d'autres provinces. On est au Manitoba, on est en Saskatchewan, on est à l'île du Prince-Édouard, c'est un petit contrat, puis on vient tout récemment de signer avec le Yukon. Donc, c'est une véritable histoire à succès. C'est de ça qu'on comprend. C'est une belle réussite, bravo. Alors, on va se déplacer sur le sujet des aînés francophones, sur l'importance des services de santé en français pour les aînés francophones. Alors, pourquoi l'accès aux services en français est-il si important chez nos aînés francophones? Oui, bien, je pense que le premier mot qui me vient en tête, c'est communication. On semble oublier que c'est la base de toute interaction en santé.
Hein? On doit expliquer comment on se sent. Le professionnel de la santé doit à son tour nous expliquer qu'est-ce qu'il penserait le bon chemin, le bon traitement, le bon service. Fait que la communication est à la base de tout ce qu'on fait. Donc si, comme aînés francophones, on n'a pas accès à notre service en français, bien, c'est sûr que ça crée des barrières. Donc, c'est très bien documenté dans la littérature à quel point les barrières linguistiques ont un impact sur le diagnostic, sur le traitement. Mais c'est ça que je m'en allais. C'est quoi le danger des barrières linguistiques quand on demande ou reçoit des services? Je pense que vous nous donniez des éléments de réponse. C'est quoi le danger de ces barrières-là? C'est vraiment une question de qualité et de sécurité, là. Donc, si on commence au début de l'interaction, c'est de vraiment être capable de bien exprimer notre mal. Parce que si c'est dans notre deuxième langue qu'on le fait, bien, il est possible qu'on ne trouve pas les mots, là. On peut être très bilingue professionnellement, mais quand ça vient à notre santé, nos bobos, on pense souvent dans notre langue maternelle. Ensuite de ça, quand il vient le temps de faire le diagnostic, bien, ça amène des erreurs de diagnostic possiblement. Aussi des erreurs au niveau de la poursuite du traitement. Si j'ai mal compris les explications, ce que je dois faire, que ce soit mes exercices, que ce soit ce que je dois manger, pas manger, quand je prends mes médicaments. Donc, vraiment, des erreurs à ce niveau-là. Puis, je pense que les plus tristes pour moi, c'est des erreurs de consentement. Alors, on doit souvent consentir au traitement qu'on va avoir. Bien, c'est possible que si on ne comprend pas bien, alors, je veux dire à tout le monde, c'est pas juste aux aînés, là, demander ces services en français, c'est pas une question de caprice, c'est une question de sécurité et de qualité de soins. Voilà. Alors là, le message est passé. On réalise à quel point c'est crucial. On va se déplacer maintenant sur un enjeu, je pense, fondamental, surtout là qu'on vient de sortir de la pandémie. On va parler des soins de longue durée en français. Avec toute la situation de la pandémie, ça a été quoi l'ampleur de l'impact sur les milieux de soins de longue durée? Excellente question et un énorme impact. Malheureusement, bien, il y a eu entre autres deux enquêtes. Il y a eu celle de la vérificatrice générale, puis il y a eu celle de la commission d'enquête ontarienne, qui ont vraiment révélé que les maisons de soins de longue durée n'étaient pas prêtes à faire face à une telle crise sanitaire, que ce soit au niveau de matériel de protection personnelle, de protocoles. Juste le fait qu'on a des aînés qui sont 4 par chambre, ça ne fonctionne pas dans un temps de pandémie. Fait que ça, c'était une des gros éléments. Combiné à ça, le fait qu'il y avait déjà une pénurie de places en soins de longue durée, hein, là, s'il a fallu réaménager, puis nos chambres de 4 sont maximum des chambres de 2 ou de 1, fait que ça a vraiment mis une pression sur l'accès aux soins de longue durée. Dans la région de Champlain seulement, si on applique les ratios du gouvernement, là, combien de lits on devrait avoir par tant de population de 75 ans et plus, on a une carence en lits francophones d'à peu près 400 lits. Dans Prescott-Russell, 15 ça représente 15 là, de ce chiffre-là. 15 qui est quand même interpellant. Oui. Puis l'autre chose avec la pandémie qui est arrivée, c'est nos aînés qui avaient beaucoup d'appui de leurs proches aidants. Oui. Que ce soit leurs enfants, un conjoint, des amis qui venaient les visiter, qui venaient leur rendre visite. Bien, on sait qu'avec la pandémie, les visites ont été annulées. Donc, ceux qui étaient dans des soins de longue durée où il n'y avait pas, par exemple, accès à des services en français, se sont trouvés complètement isolés, là, avec du personnel qui ne pouvait pas parler français, qui ne pouvait pas vivre leur culture. Puis ça a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont décompensé plus rapidement, là, parce qu'ils n'étaient pas stimulés cognitivement, il n'y avait plus ce contact-là. Donc, c'est quand même... donc c'était quand même effroyable quand même, là. C'est sûr qu'on en conclut. Ça a été quoi les actions du réseau, là, que ce soit dans la dernière année ou dans les derniers mois même? Bien, je pense que ce qui est important, c'est... donc, quand on regarde ça, pré-pandémie, il y a déjà un enjeu d'accessibilité. Oui. L'autre enjeu, c'est comment s'assurer. Parce que là, le gouvernement était vite sur des annonces, dire des nouveaux lits de soins de longue durée. OK, vous nous dites qu'ils sont francophones. Bien, ça veut dire quoi? Comment vous vous assurez qu'ils sont vraiment francophones? Donc, vraiment, il y a deux moyens de faire ça.
il y a la loi sur les services en français. Oui. Mais malheureusement, tous les foyers qui sont municipaux, fait que pour utiliser un exemple dans notre région, le foyer de Prescott-Russell, Oui. c'est un foyer municipal. Donc, il ne peut pas être désigné sous la loi sur les services en français. C'est une exclusion. Fait que récemment, le réseau a déposé un mémoire pour supporter le fait que ces organismes-là devraient pouvoir faire application pour être désignés sous Oui. la loi sur les services en français. L'autre chose que le réseau pousse beaucoup, c'est le caractère francophone. Donc ça, c'est dans la loi des soins de longue durée. On peut reconnaître le caractère francophone de nos maisons. Puis pourquoi ça, c'est important? Parce que ça veut dire qu'à besoin égal, un francophone puis un anglophone, c'est le francophone qui aurait priorité pour aller dans la maison francophone. Ce qu'on essaie de faire, c'est optimiser nos ressources. On sait qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Quand on a une capacité en français, s'assurer que les patients ou les clients francophones se retrouvent dans ces maisons-là de façon prioritaire. Fait que ça, c'est deux mémoires. Oui, Il y en a un troisième qu'on a déposé aussi. Fait que le réseau travaille, ça me permet de vous dire ça, Oui. c'est à plusieurs niveaux. On travaille au niveau des lois. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui structure puis qui garantit dans le temps la pérennité des services. Mais on travaille aussi avec les fournisseurs pour les aider, eux, plus concrètement sur le terrain, puis avec la communauté pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils sont, ces services-là, puis pour qu'ils puissent nous exprimer leurs besoins, puis qu'est-ce qui va, puis qu'est-ce qui ne va pas, pour qu'on puisse intervenir à tous les autres paliers. Donc, vous avez une présence multiple. Là. Oui. C'est vraiment ça. Parfait. On va se déplacer sur le sujet des soins à domicile en français. Premièrement, est-ce que c'est une pratique quand même assez répandue? Est-ce que les aînés francophones aiment rester chez eux? Est-ce que... Quand on pose la question, majoritairement, les gens nous disent « Moi, je veux rester chez moi ». Oui. Le gros défi, c'est d'avoir accès à suffisamment de services pour être capable de rester chez soi, sans, par exemple, en imposer trop à la famille, parce qu'on sait que souvent, comme personnes âgées, on est fiers, on est digne, puis on ne veut pas ça. Alors, oui, les soins à domicile, en plus, c'est beaucoup moins coûteux pour le système. Hein? C'est mieux pour le patient, mais pour le système, c'est beaucoup moins coûteux. Puis, tu sais, c'est un milieu de vie, là. On veut rester chez soi. Puis j'imagine pour les proches aidants aussi, ça donne quand même... Oui, on peut avoir des soins à domicile pour avoir du répit. Par exemple, si quelqu'un vit avec son conjoint qui a besoin de beaucoup de services. Oui. Mais ça, le défi qui est arrivé là, c'est qu'il y a eu beaucoup de transformations dans les dernières années. Vous avez peut-être entendu ça, le système est en mouvance. Fait que les soins à domicile, bien, ils ont changé. Ils ont changé de maison 2 fois. Okay. Puis là, ils vont changer une 3e fois. Fait que le réseau a aussi ce rôle-là de gardien, puis de dire, là, pas parce que vous changez de maison que vos obligations pour les services en français devraient changer, là. Ça devrait rester les mêmes. Donc, ça, c'est un gros rôle qu'on joue. Que vous jouez aussi en ce moment dans tout ça. Parfait. Vous disiez tantôt que vous travaillez avec la communauté. Est-ce que vous avez un appel que vous aimeriez faire aux bénévoles? Oui, le réseau, la façon que le conseil d'administration est structuré, c'est vraiment par rapport à sa membriété. Fait que notre membriété, c'est à la fois les membres corporatifs, ceux qui livrent les services, mais c'est beaucoup la population. Parfait. Donc, dans Prescott-Russell, puis Stormont, Dundas, Glengarry, on invite n'importe qui croit que c'est important les services de santé en français, puis qui veut s'impliquer. Puis ça peut être juste recevoir de l'information, s'impliquer, comme ça peut être très impliqué, puis vous pourriez être sur le conseil d'administration, vous pouvez participer à des consultations, soit en ligne, soit en personne. Fait que je vous invite à consulter notre site web, le www.le-réseau.ca. C'est gratuit, évidemment. Oui. Vous nous donnez un petit peu d'informations. On approuve ça au CA, puis vous êtes membre de la grande famille, puis vous annoncez aussi au gouvernement que c'est important pour vous, les services de santé en français, en posant ce geste. Voilà, alors c'est un beau message lancé à nos téléspectateurs. Eh bien, je vous remercie, Mme Desaulniers, d'être venue à l'émission. Vraiment, ça a été un bonheur.
Merci à vous. Parfait. Alors, voilà qu'est-ce qui conclut notre émission sur la santé des aînés francophones et aussi des services en français, des services en santé que l'on leur procure. Alors, revenez-nous la semaine prochaine où est-ce qu'on traitera de l'enjeu de l'isolement chez les aînés. Alors, retrouvez-nous la semaine prochaine.